réputation forte, et cette réputation forte pose la question de qu'est-ce qu'on patrimonialise? Le vin, le produit, où est le territoire? Où est le vignoble? Ça n'est pas la même chose. Et de sorte qu'on arrive avec ce vignoble immédiatement devant une question de ce qu'est la patrimonialisation. Quel est l'enjeu? Et je pense que selon les territoires, selon les pays, pour une part, on a des réponses qui ne sont pas identiques et qu'il faut aller chercher la diversité des réponses dans l'histoire des territoires. Ça marche ou pas? Voilà. Il faut présenter rapidement le territoire et le vignoble. Autrement, on fait un discours qui est un discours parfois culturel intéressant, mais qui n'est pas accroché à une réalité socio-économique. Le vignoble de Champagne, c'est 310 millions de bouteilles par an de vin effervescent, avec une structure à peu près moitié-moitié, export et marché intérieur. Et du point de vue de la structure économique des producteurs, on a à la fois historiquement les grands négociants, les maisons de Champagne, qui fabriquent et commercialisent. Mais aussi le phénomène, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'existence de vignerons qui récoltent et qui font eux aussi le champagne et des coopératives qui contrôlent la filière. Le rapport des forces, c'est 2/3 pour les négociants, 1/3 pour les vignerons coopératives. Et voilà. En ce qui concerne la patrimonialisation, la question depuis plusieurs années, c'est qu'est-ce qu'on patrimonialise? Qui dirige? Qui oriente le négoce? Les vignerons, les coopératives. Il y a des rapports de force, ou on va dire des tensions ou des compromis. On emploie des termes qu'on veut selon les moments et selon les conjonctures. La Champagne viticole, le terroir, oh pardon, non, je me suis trompé. Voilà. Le terroir est composé de plusieurs vignobles. Il n'est pas homogène. Il est réparti sur près de 200 km et il y a, on peut dire, 4 vignobles. Il y a le vignoble de la montagne de Reims, la vallée de la Marne, ici, la côte des Blancs. Tout ça forme un ensemble qui s'est développé, disons, dans les années 1930-40, et un vignoble qui s'est développé beaucoup ces 30 dernières années, ici, le vignoble de la côte des Bars. Ces 4 vignobles sont des composantes d'un même vignoble. L'originalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule appellation. 34 000 hectares, une seule appellation qui permet d'assembler, de composer les vins à partir des raisins de toute l'appellation. Mais on va expliquer ensuite pourquoi il y a des règles et des contraintes fortes pour constituer et faire fonctionner cette appellation. Alors, la construction de l'image du vin de Champagne, je vous parlais de la réputation, elle s'est construite dès la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, autour d'une image qu'on pourrait appeler aristocratique, de distinction et d'un modèle tourné essentiellement sur l'export. Les Français, au XIXe siècle, ne boivent que très peu de champagne. Le champagne est exporté dans l'Europe, mais aussi au niveau mondial, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe centrale, la Russie, et même parfois l'Extrême-Orient, dès cette époque. Et les exportations vont s'expliquer parce que ce vin est plus cher que les autres, il est technique, c'est un vin fabriqué
par des marchands fabricants. On est dans une logique d'entreprise dans laquelle les vignerons fournissent la matière première, mais l'élaboration du vin est en dehors du monde des vignerons. Les modèles, on va dire, les modèles culturels associés à ce vin sont des modèles soit de la performance sportive à la fin du 19e siècle, le sport automobile, l'aviation, mais des sports qui sont des sports aristocratiques ou de la distinction bourgeoise. Et ce qu'on fait visiter, on en reparlera rapidement, c'est les équipements, c'est les maisons, c'est la puissance du fabricant et pas le vignoble qui est absent. On voit apparaître les champagnes de vignerons. Les champagnes de vignerons, c'est tardif, c'est dans les années 70, à partir des années 1970, qu'on voit se développer comment on pourrait dire, une proposition économique qui est organisée par les vignerons et les coopératives, liée au progrès technique, aux mutations technologiques qui permettent la champanisation dans des conditions économiques différentes. Non, je me suis trompé. Voilà. Alors, le marché français et la démocratisation du champagne, le problème, c'est que le champagne, vin international, est impacté complètement par les événements mondiaux. Les guerres mondiales, la prohibition aux États-Unis, la concurrence internationale, et le champagne se replie sur le marché français. Le champagne va devenir un vin que les Français découvrent avec aussi des fabricants qui vont fabriquer du champagne, disons, démocratisé ou popularisé. On a dans les expositions universelles, les expositions universelles, ici 1900, ça c'est une grande maison à l'époque qui s'appelait Mercier, qui fabrique des foudres, des grands tonneaux, des barriques qu'on va montrer à travers toute la France, qu'on va déplacer pour faire des événements autour du champagne. Les classes moyennes vont commencer à boire du champagne en France, et surtout la République. La République va commencer à honorer le champagne dans les manifestations publiques, alors qu'avant c'était l'aristocratie, une boisson privée. Ça devient une boisson plus publique. Donc je me perds là-dedans. Voilà. Voilà. Alors, non, je me trompe. Voilà. Or, si l'on prend en regard avec ces images, ces évolutions, le vignoble dont je vous ai parlé, pendant longtemps, ça a été un vignoble très contrasté. Il y avait les vignerons qui travaillaient soit dans les vignes, soit dans les caves, en profondeur, et les aristocrates. Là je vous ai mis un tableau célèbre du XVIIIe siècle, le déjeuner d'huîtres, c'est là où on associe le champagne et les huîtres. D'accord, 5 minutes. Et on peut dire que c'est l'époque des négociants tout-puissants. Les négociants achètent le raisin et surtout, il n'y a aucune négociation entre les vignerons et les négociants. Pourquoi? Parce que les vignerons n'ont pas les moyens de faire eux-mêmes du vin. Donc, ils sont dépendants des négociants pour acheter et vendre leurs raisins. Or, justement, le grand phénomène historique en Champagne, c'est la création de la première appellation d'origine contrôlée en France, c'est en Champagne. C'est paradoxal, sauf que il y a autour du Champagne et en Champagne des affrontements politiques, sociaux majeurs, les émeutes, la révolte des vignerons, pour aller vite, révolte, sinon révolution dans les campagnes. Vous voyez qu'il y a des maisons de Champagne qui sont brûlées. Il y a 50 000 soldats qui sont envoyés en Champagne pour réprimer les mouvements des vignerons. C'est quelque chose qui est fort, qui est violent. Après 20 ans, entre 1911
1911 et 1927, il y a une loi qui définit l'appellation Champagne et qui va être la première loi qui définit non seulement la délimitation géographique, mais la conduite de la vigne, le cépage et la manière de vinifier. Pressurage, la taille, l'ensemble de ce qu'on appelle la conduite de la ville. Et après 1945, on voit apparaître le développement des coopératives et des vignerons producteurs de façon beaucoup plus importante. C'est lié notamment à la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, voilà. Alors donc, je termine, parce que ça va éclairer la situation actuelle. On a une forme de no-tourisme qui est la visite des caves, la visite des équipements, vous voyez à travers les affiches, la mise en scène de l'accueil. En haut, ça a commencé par l'accueil de Napoléon Ier par Moite dans sa résidence à Épernay, et ça se continue par la visite des caves Mercier avec le président Sadi Carnot, Ruinart, la valorisation des équipements. Les vignerons en contre-proposition vont développer les routes du Champagne. Les routes du Champagne, vous avez les Caminos d'Alvin aussi. C'est le même processus. Il faut regarder dans le détail, mais en fait, ça crée à partir des années 1950-60, dans le nord puis dans le sud du département de l'appellation, il s'agit de visiter les vignobles, les caves, les vignerons, et on n'est plus dans la visite des installations de même nature. Propositions différentes. Et voilà, le no-tourisme des vignerons, les paysages de vignes, les manières de visiter aujourd'hui le vignoble sont ainsi contrastées. On a deux œnotourismes, ou des œnotourismes distincts, soit la visite des grandes maisons, des caves, des installations, aussi des propositions culturelles souvent d'avant-garde ou de haut niveau, et puis les vignobles des vignerons. Alors j'en arrive pour terminer à la patrimonialisation par l'UNESCO. 2015, la Champagne voit sa patrimonialisation des vins effervescents. Et qu'est-ce qui est patrimonialisé à l'UNESCO? C'est très particulier, ça a été 10 ans de préparation, ils ont changé en cours de route, et au bout du compte, ce qui est patrimonialisé, ce sont quelques coteaux, et vous voyez le terme, des coteaux, des maisons et des caves. Et ça se situe dans un petit périmètre autour de Reims et d'Épernay, c'est-à-dire le nord de la Champagne. Et vous voyez les documents qui sont les documents de référence dans le dossier de patrimonialisation. Je termine. C'est là une grande maison, Pommery, l'avenue de Champagne à Épernay, où il y a toutes les maisons qui sont représentées, les caves, et là un centre de pressurage de Moët-et-Chandon. On voit bien que dans la patrimonialisation, ceux qui ont gagné, c'est plutôt la patrimonialisation qui patrimonialise la réputation des maisons, de l'architecture, et pas tellement le vignoble. Alors comme il y a, et là c'est mon dernier panneau, comme il y a évidemment une perception dans le vignoble, on a créé face au risque d'une patrimonialisation à deux vitesses, celle des maisons et celle des vignerons, des marches de la réconciliation. Vous voyez, le terme est quand même assez beau, la réconciliation, une manière de surmonter les tensions, l'emblème. Donc chaque année, il y a des manifestations dans les différentes régions de la Champagne pour satisfaire tout le monde. Mais la thématique principale en Champagne, c'est quand même l'architecture, les maisons et la technologie des grandes maisons. Donc on voit bien, c'est une illustration du moment actuel. On ne va pas aller au-delà, mais ça montre qu'il y a, hier, dans les discussions, aujourd'hui, sans doute on en reparlera, il y a quand même une présence très forte des marques par rapport à l'AOC, par rapport au territoire. C'est pour ça que j'ai mis ça. Quel avenir pour l'AOC? Quel avenir pour l'AOC Champagne?
on garde l'interrogation en espérant que cet AOC tirera profit de cette patrimonialisation. Merci.